Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre. Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun. Avec en cadeau, un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Franck Ferrand n'est pas à mes côtés aujourd'hui à Europe 1 puisqu'il vous propose une émission spéciale en direct du château royal d'Amboise dans le Val-de-Loire. Amboise, où l'on prépare Noël. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. La Loire s'étire sous nos yeux depuis les terrasses très venteuses aujourd'hui du château d'Amboise. Ce qu'il y a de beau ici, disait La Fontaine, c'est la vue. Elle est grande, majestueuse, d'une étendue immense. Imaginez un peu notre assemblée, Julia. David Vigery et Romain Causer nous ont installé un studio fleur de lycée dans la grande salle du Magnifique. Conseil. Vous imaginez une salle brique et pierre avec 4 belles colonnes, elles-mêmes fleurs de lycée, et qui portent des voûtes en croisée d'ogive. Nous sommes tout près de la grande cheminée où crépite le feu. Vous pouvez l'entendre. On l'entend d'ailleurs sur l'antenne. Un feu bienvenu pour tout vous dire aujourd'hui. Et puis sous cette hotte, il faut imaginer, ce sont des grandes cheminées Renaissance, avec une hotte de tuffeau où des anges ailés portent les armes de France à gauche et celles de Bretagne à droite. Fleur de Lys et Hermine rappellent ici le souvenir de Charles VIII et d'Anne de Bretagne. Mes invités sont royaux eux aussi, et notamment l'enfant du pays, l'enfant de Vinci, Gonzague Saint-Brice, qui est venu en voisin depuis le Clos Lucé. Bonjour Gonzague. Bonjour. Alors nous sommes ici reçus par le directeur du château royal d'Amboise, Jean-Louis Sureau, qui veille depuis des années sur cette belle maison. En cette période de l'Avent, vous avez choisi d'évoquer les fêtes de Noël, les traditions de Noël, Jean-Louis Sureau. Oui, parce que pour feuilleter ce grand livre d'histoire qu'est le château d'Amboise, il peut y avoir plusieurs éclairages. Et là, l'éclairage que nous avons choisi pour correspondre au calendrier et au vécu de nos contemporains, c'est prendre l'éclairage de Noël. Les fêtes de Noël sont autant de témoignages de la vie de nos châteaux durant donc tous ces siècles qui marquent l'histoire de notre pays. Et à une semaine de la fête elle-même, je trouve que c'était assez bienvenu. Alors, tout à l'heure, en compagnie de l'abbé Jean-Pierre Belliard et de Philippe Pelletier, nous allons évoquer les Noëls d'antan. Cette émission va sentir l'orange et la cannelle, le sapin couvert de sucre d'orge et de pommes d'amour. Vous entendez ce feu qui crépite, Julia. Nous sommes à Amboise, je vous le disais. J'aimerais vous citer quelques phrases du dernier ouvrage de Gonzague Saint-Brice qui s'appelle « Les châteaux de la Loire vus par Gonzague ». Amboise, nous dit-il, c'est la succession des images. Le roi Charles VIII se fracassant la tête au linteau de la porte de la galerie Hack-le-Bac, François Ier recevant Charles Quint au château en 1539, la conspiration de la Renaudie contre Charles IX et Catherine de Médicis, déjouée par les Guises, le spectacle sanguinaire des exécutions en présence de toute la cour et ces fameux pendus d'Amboise dont Serge Gainsbourg me parlait avec une fascination morbide. Je l'imaginais alors avec une fraise sur la tête et il avait l'air d'être tout d'un coup un Valois fatigué par la fête. Amboise, c'est encore Fouquet ou Lauzun, enfermés au château devenu prison d'État et prison de marque, puisque le dernier de ses hôtes fut Abdelkader, qui y rédigea son autobiographie. Amboise, c'est aussi une ville inimitable, vieux hôtels, belles églises et rues anciennes où s'activait la communauté des maîtres drapiers. Amboise, c'est la splendeur des matins et des soirs qui a ébloui La Fontaine. J'ai envie de pousser le cri de joie qui était celui de nos ancêtres lorsqu'ils avaient quoi que ce soit de beau à fêter. Vous savez qu'on descendait dans les rues à la Renaissance et qu'on criait « Noël, Noël !» Europe 1, au cœur de l'histoire.
Un extrait sur Europe 1 d'un chant traditionnel de Noël, In Dulce Jubilo, et nous retrouvons Franck en direct du château d'Amboise. Et ce qui est extraordinaire, Julia, c'est que nous sommes arrivés ce matin dans la tempête, vous imaginez bien, au milieu des bourrasques et de la pluie et des rafales, et voilà qu'un rayon de soleil très bienvenu illumine les façades de tuffeau, ces façades d'une blancheur éclatante du château royal d'Amboise. Nous sommes donc toujours avec le directeur des lieux, avec Jean-Louis Sureau. Ce qu'il faut peut-être préciser, Jean-Louis Sureau, c'est la position, la situation de ce château par rapport au fleuve et par rapport à la ville. On est très en hauteur, là, très en surplomb. Oui, c'est vraiment l'origine même du château, c'est-à-dire que la topographie a déterminé la construction d'un lieu protégé naturellement. 2 flancs du château sont protégés par la vallée, donc nous sommes 30 mètres au-dessus de la vallée. Un seul flanc vulnérable à l'est qui a été lourdement défendu avec des remparts, des fossés, un bastion, de nouveau une sorte de plaine à raser et une première ligne de défense. C'était une place forte, mais une place forte qui va devenir aimable à la transition du XVe et du XVIe siècle. Et bien accueillante. Et comme la météo aujourd'hui, les historiens du XIXe siècle disaient qu'en fait la Renaissance c'était le passage de l'ombre, de la noirceur qu'avait été le Moyen-Âge vers la lumière de la Renaissance. Alors, vous, là, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous me mettez dans l'embarras, Jean-Louis Sureau, puisque je passe mon temps à répéter à nos auditeurs que le Moyen-Âge est beaucoup moins obscur que l'image qu'on a voulu en donner. Eh bien, vous avez tout à fait raison, dans le sens où le Moyen-Âge, évidemment, a été un peu caricaturé de ce point de vue par les historiens du XIXe siècle. Exactement. Alors, nous sommes ici chez Charles VIII. Charles VIII, c'est un de nos rois italien, si je puis dire, c'est un des rois des guerres d'Italie, et il va rapporter dans ses bagages, eh bien, toute cette élégance, tout ce raffinement de la Renaissance italienne, et on peut dire que cette maison, ce château royal d'Amboise, va être en France un des tout premiers à bénéficier de la splendeur italienne. Oui, c'est tout à fait intéressant parce que un premier corps de logis va être construit pendant que le roi part guerroyer dans la péninsule italienne, et à son retour, ce chantier qui est en cours va se transformer avec l'influence artistique, architecturale, culturelle au sens général, et on va avoir une évolution importante de ce logis. Tout à l'heure, je qualifiais cette période de plus aimable par rapport à la forteresse. Non seulement elle est aimable, mais elle est aussi très raffinée dans l'esprit de la Renaissance. Alors nous sommes là dans cette aile de Charles VIII. Et l'on voit, lorsqu'on se penche par la fenêtre, on voit On voit d'un côté la Loire et de l'autre côté donc la cour qui est on appelait la basse cour, puisque c'était la cour entre le donjon et les logis. Mais au-delà de cela, on voit bien que ce château va commencer à amorcer un rapport confiant à l'égard de son environnement. Le jardin lui-même va être un jardin qui va être réalisé par un moine jardinier qui vient de Naples. Il fait une grande terrasse jardinée et pour la première fois, on crée des fenêtres vers l'extérieur. Ça, de grandes croisées à meneaux très ouvertes vers l'extérieur. Vers l'extérieur. Avec la lumière qui entre à flot. Avec la lumière, mais surtout, on amorce par là le rapport entre le jardin et le paysage. Végétal et minéral, déjà. Exactement. Donc c'est presque toute la Renaissance qui pourrait être expliquée par ce principe de construction du jardin ici à Amboise. C'est vraiment un lieu un peu laboratoire de ces idées nouvelles. Il y a eu de belles fêtes ici, il y a eu des moments extraordinaires. Il ne faut pas oublier que la cour a vécu à Amboise au XVIe siècle, notamment sous François Ier, quand François Ier ramène avec lui Léonard de Vinci. Léonard, grand organisateur de fêtes, grand machiniste festif, si je puis dire, pour Amboise, invente de grandes machineries. Il invente de grandes machineries, il réalise une fête absolument somptueuse qui faisait dire à ceux qui avaient participé qu'il avait créé en fait le jour pendant la nuit. C'est-à-dire ce ciel étoilé qui était absolument incroyable. Une constellation qui bougeait au-dessus des invités. Exactement. Et donc qui a créé une sorte d'enchantement pour toutes les personnes qui étaient invitées par le roi à sa cour. La Festa del Paradiso, c'est-à-dire la fête du paradis, tout simplement. Alors nous sommes en train de quitter la salle de les chansons pour entrer dans une chambre
une chambre tout à fait 16e, dans un esprit Henri II, avec son grand lit à baldaquin, à pente, avec des cathèdres, c'est-à-dire de sortes de grandes chaises de bois avec de très hauts dossiers sur lesquels sont sculptées des perspectives comme on les aimait à la Renaissance, avec ses tables très ouvragées, ses coffres également, et puis des tapisseries des Flandres du XVIe siècle. On est quand même là dans la quintessence même de ce qu'on appelle le château de la Loire. Ça fait rêver le monde entier, ces châteaux de la Loire. Oui, il faut que ça continue à faire rêver, d'autant plus, si vous voulez, qu'on essaie que ce décor meublé ait une signification historique. C'est-à-dire que ce décor meublé renvoie à l'évolution du type de vie et des traditions artistiques, donc au tournant du XVe et du XVIe siècle. Et dans cette chambre, notamment, on évoque la période du milieu du XVIe siècle, c'est-à-dire Henri II et la grande Catherine de Médicis. Là, nous passons dans une salle dite de la Cordelière, je crois, du fait du manteau de la cheminée qui est orné de la Cordelière des franciscaines. Voilà, le Cordelière franciscaine, mais qui fait référence à Anne de Bretagne, parce que c'est aussi un des fantômes du château d'Amboise. Les fantômes du château d'Amboise sont très nombreux, on les croise au détour. Beaucoup de grands personnages ici. Grands personnages, et notamment Anne de Bretagne, dont on commémorera bientôt le 5e centenaire de la mort. Alors, j'aurais aimé qu'on évoque Abdelkader, qui a été un prisonnier d'État ici, dans ces murs. Nous n'avons pas le temps de le faire avant l'écran publicitaire, mais ce qu'il faut dire, et nous allons y revenir dans un instant, c'est que cette maison a été un peu abandonnée par la cour au moment de l'arrivée des Bourbons sur le trône, à peu près au moment du règne d'Henri IV, et c'est Louis-Philippe qui, héritant le château d'Amboise par sa mère était une Penthièvre, c'est Louis-Philippe qui va redonner à ce château son lustre, qui va détruire toutes les petites maisons qui avait tendance à gâcher un peu le paysage, rétablir ses grandes terrasses et rendre à Amboise sa plénitude. Nous y venons dans un instant. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et nous poursuivons sur Europe 1 la visite du château royal d'Amboise avec vous, Franck. Elle tombe bien aujourd'hui, cette hôte de Noël. On est exactement dans l'ambiance et dans le sujet, puisque nous allons parler maintenant en direct du château royal d'Amboise. Nous allons parler des traditions de Noël et des Noëls d'antan. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce château d'Amboise a servi à la Renaissance de pouponnière royale. C'était un endroit où étaient élevés les enfants de France, qu'on évitait de faire voyager, auquel on épargnait les longs déplacements d'une cour qui à l'époque était nomade. Et évidemment, on organisait souvent des fêtes, des réjouissances pour occuper tous ces jeunes princes et toutes ces jeunes princesses. Noël est devenu peu à peu un peu la fête de l'enfance, on peut le dire quelque part. Et je pense que cette fête d'enfance, en quelque sorte, est très bien évoquée dans la salle où nous nous trouvons en ce moment même avec nos invités, avec notamment l'abbé Jean-Pierre Belliard. Merci mon père d'être des nôtres. Bonjour. J'aimerais évoquer avec vous un peu ces traditions de Noël. Alors d'abord, réglons tout de suite la question de cette date du 25 décembre. On sait que le 25 décembre a été décidé relativement tard. On est au IVe siècle, en fait. Il a fallu 4 siècles pour que les chrétiens se préoccupent de fêter Noël. Avant, c'était d'abord la fin de la vie de Jésus qui était importante. C'était Pâques, oui, c'est ça. Ah, oui. Et donc, cette fête de Noël au 25 décembre, elle est fixée sur la date d'une ancienne fête païenne qui était la fête du soleil invaincu. Voilà, c'est-à-dire que le 25 décembre, c'est le moment où les jours commencent à rallonger, tout simplement. Exactement. C'était donc tout Quel symbolique. Symbole, voilà, bien sûr. Avec l'opposé, la fête de Saint-Jean, qui, lui, le 24 juin, est celui qui doit diminuer alors que Jésus... Solstice d'été, solstice d'hiver, en fait, évidemment. Alors, pour évoquer nous sommes là devant un ensemble de joujoux anciens, si je puis dire. Ce sont des jouets du 19e siècle, tels qu'on pouvait en mettre dans les sabots et dans les souliers des enfants. En tout cas, là, quand même des enfants très, très fortunés. Ce sont de très beaux jouets que nous avons sous les yeux. On offre souvent les jouets, autrefois, aux étrennes. Noël reste longtemps une fête religieuse, bien entendu. Oui. Une fête religieuse qui s'organise notamment autour de la crèche. Voilà, alors la crèche en elle-même, si vous voulez, l'idée de représenter cet événement est apparue avec François d'Assise en Italie, et c'était l'occasion de rappeler, bien sûr, la naissance de Jésus, reconnu comme fils de Dieu, mais il était remarqué quand même qu'au long des siècles, toutes ces crèches ont toujours été plus le reflet de l'époque qui les fabriquait
que relevant d'un souci historique très précis sur les circonstances. Bien sûr. Elle nous informe davantage sur les costumes et sur les mœurs de ceux qui les ont faits. Cela est quand même un message important, ce qui veut dire que le Noël n'est pas un retour en arrière, mais une bonne nouvelle pour aujourd'hui. La preuve peut-être la plus flagrante, c'est que en Afrique, une crèche représente l'enfant Jésus avec la peau noire et les cheveux crépus, parce que la vérité première n'est pas de savoir quelle était la couleur de sa peau, mais qu'il était venu pour l'ensemble des hommes de toute la planète. Bien sûr. Voilà. Cette crèche, peu à peu, elle est accompagnée et même parfois remplacée par le sapin de Noël. Alors, nous sommes là dans le salon de musique, nous avons de très beaux sapins de Noël qui sont décorés comme autrefois avec des sucres d'orge, avec des pommes d'amour et des pommes soufflées qui peu à peu vont donner naissance aux boules de Noël. D'où nous vient-il ce sapin ? Le sapin a surtout été mis en valeur en Allemagne au XVIe siècle, parce que la tradition luthérienne se méfiait un peu des figurines et des représentations. Et donc, le sapin était un symbole beaucoup plus sobre qui allait mieux avec la spiritualité luthérienne. Mais après, ce sapin a été adopté dans l'ensemble. Oui, on peut dire que, alors je crois que c'est la duchesse d'Orléans qui était née Mecklembourg, qui a la première importé la tradition du sapin de Noël à la cour. Et puis plus tard, avec l'invasion des Prussiens en 1871, les Français ont découvert, et notamment au moment du siège de Paris, toute la région parisienne a découvert ce que c'était que ces sapins que les Prussiens avaient généralisés. Et donc on a adopté, à partir de la fin du 19e siècle, à notre tour, cette tradition. On n'imaginerait pas de fête de Noël, et jusqu'à nos jours, de fête de Noël sans musique, évidemment. Oui. Bien sûr, et dans cette musique, la tradition religieuse a une place quand même très importante. Pas, je crois qu'on peut le dire. Nous sommes avec Philippe Pelletier, qui est musicologue. Depuis quand est-ce qu'on fête Noël en musique ? En fait, depuis la nuit des temps, puisque les premiers chants religieux pour fêter la nativité sont des chants de Noël, finalement. Voilà, ce sont ceux des anges autour du berceau du Christ, quoi. Et donc très très vite, on va chanter Noël, on va fêter Noël. Je pense que les premiers chants, d'ailleurs, étaient en relation avec la fête païenne, donc très dansés, très vivants, très joyeux. Et petit à petit, les chants sont devenus plus catholiques, plus religieux avec le latin. Et puis il y a un retour en force d'une sorte d'atmosphère, d'esprit de Noël au 19e siècle. Ça va avec le sapin, ça va avec la généralisation des crèches. Noël devient plus festif et sans perdre à l'époque sa dimension religieuse, devient en même temps une fête civile, disons-le. Oui, vraiment. D'ailleurs, un des exemples peut-être les plus marquants sont les pastorales provençales qui sont de réelles mises en scène de la fête de Noël en langue provençale. Au fil du temps, d'ailleurs, on aime ces Noëls provençaux, c'est tellement beau ça. Tout à fait, oui. Au fil du temps, d'ailleurs, je dirais les patois et le français ont pris la place du latin et on remplit l'espace de tous ces chants de Noël. Effectivement, surtout au 19e siècle. C'est les Anglais qui aiment ça particulièrement. Quand on va se promener, ce qui m'est arrivé il y a 3 ans, au moment de Noël en Angleterre, on se rend compte que la société entière se met au diapason, à l'unisson, d'une sorte de grand chant de Noël. Oui, la tradition est très très vivace. Et d'ailleurs, même assez récemment, les Beatles ont écrit des chants de Noël, John Lennon, Benjamin Britten un petit peu plus dans les années 40. Vraiment, il y a une très très forte tradition. Alors je m'adresse à nos auditeurs, si vous voulez venir revivre ce Noël d'antan et reparcourir toutes ces traditions, il vous suffit de vous promener dans les magnifiques salons de ce château royal d'Amboise. Nous revenons à Amboise, nous revenons sur la Loire et nous allons parler des écrivains de la Loire dans un instant. Franck Ferrand sur Europe 1. Sur Europe 1 de l'ouverture de Casse-Noisette composée par Tchaïkovski et nous retrouvons Franck toujours en direct et bien installé dans un studio au château d'Amboise. Mais oui, un studio qui a été improvisé mais qui est magnifique. Il faut que vous imaginiez, c'est la première fois que ça m'arrive, Julia, que la table qui nous réunit est couverte d'un magnifique tapis fleur de lycée.
Et Gonzague-Saint-Brice, qui est là juste à ma droite, a carrément le dos à la cheminée qui crépite. Enfin, on est vraiment très bien dans ce château d'Amboise. Vous savez, ici, celle qu'on appelle la grande dame d'Amboise, c'est la Loire. Cette Loire, ce fleuve extraordinaire qui a été tellement inspirant pour tant d'auteurs et tant d'écrivains. J'ai sous les yeux un ouvrage qui s'appelle « Faussement douce ». Oh, comme c'est vrai, comme elle est faussement douce, cette Loire indomptable. La Loire, ce que les écrivains nous disent du fleuve, c'est aux éditions Siloé. Et l'auteur de cet ouvrage, c'est Jacques Boilève. Bonjour Jacques Boilève. Bonjour. Vous êtes donc au téléphone. Vous êtes vous aussi sur la Loire, mais beaucoup plus près de l'embouchure que nous, en fait. Tout à fait. Là, je suis devant la Loire, devant Saint-Florent-le-Vieil. C'est donc pas un château, c'est une abbaye, mais c'est également un très beau paysage de Loire. Et effectivement, comme à Amboise, la Loire, c'est vraiment le miroir et la mémoire du fleuve et des villes qui le... Immense fleuve, non seulement évidemment par son ampleur, mais aussi par la longueur de son cours. C'est près de 1000 km, hein, c'est très long la Loire. Et c'est un fleuve qui j'ai envie de dire, qui se civilise peu à peu, et notamment lorsqu'il arrive ici en Touraine, du côté d'Amboise, il devient presque un fleuve urbain. Il a beaucoup inspiré un certain nombre d'auteurs. Et le premier qui me vient à l'esprit, évidemment, Jacques Boilève, c'est Balzac. Alors tout à fait. Si vous voulez, nous avons deux sortes d'écrivains pour regarder la Loire. Nous avons les écrivains voyageurs. Alors Balzac aussi, et d'ailleurs fait partie des écrivains voyageurs. Oui, mais Balzac, c'est d'abord un écrivain riverain. Et je crois que ces deux catégories sont tout à fait différentes des voyageurs comme Stendhal, comme Flaubert. Ont vu la Loire avec un peu plus de distance, avec un esprit plus critique, quelquefois plus caustique, et c'est le cas de Flaubert, justement, quand il visite Amboise. Et puis alors nous avons les écrivains riverains. Alors l'écrivain riverain type, c'est Balzac, bien sûr, mais nous avons aussi, plus près de nous, Genevoix, bien sûr, et puis d'autres écrivains comme les Bazin, que ce soit René Bazin, plus tôt, et puis ensuite Hervé Bazin, et qui sont vraiment eux aussi, comme Genevoix, et aussi comme Lucien Baudard et comme Pascal Quignard, des inconditionnels de la Loire. Et puis quelques auteurs beaucoup plus récents également. Je pense à Gracq, bien entendu. Alors Julien Gracq, si vous voulez, bien, je suis bien placé là pour pouvoir vous en parler, puisque je suis devant Saint-Florent-le-Vieil, et donc de l'autre côté de la Loire et des deux ponts qui m'en séparent, j'ai la vue sur sa maison. Julien Gracq, effectivement, a vanté la Loire vu de sa fenêtre pratiquement, et l'île Batailleuse où il allait se promener est actuellement entre pluie et soleil. Vous voyez le diable marie ses filles sur la Loire aujourd'hui, et donc nous avons à la fois du soleil sur l'abbaye du Mont-Glaune et beaucoup de nuages sur la maison de Gracq. La Loire, ce que les écrivains nous disent du fleuve, c'est le titre de votre ouvrage, Jacques Boilève. Il y a un autre écrivain qui parlait beaucoup de la Loire et qui a très bien décrit Amboise, c'est évidemment Flaubert. Et là, je rouvre le livre de Gonzague-Saint-Brice pour citer Flaubert. « Le temps s'était radouci, écrit-il, la pluie s'en était allée et le doux soleil d'une soir brillait quand nous arrivâmes à Amboise. Ici encore, ce sont de ces bonnes rues de province comme à Blois, on y cause sur les portes, on y travaille dehors, les femmes presque toutes brunes, de figures douces et remarquablement jolies, ont d'excellents airs féminins, pleins d'une bénignité voluptueuse. Vous êtes en effet dans ce gras et doux pays de Touraine. » Ce gras et doux pays de Touraine, c'est finalement la douce France, Gonzague. Tout à fait. Comme disait Balzac, ne me demandez pas pourquoi j'aime la Touraine, je l'aime comme un artiste aime l'art. C'est remarquable d'ailleurs de voir que ces écrivains voyageurs décrivent les femmes comme s'il y avait une typologie par ville. Et les Amboisiennes sont bien belles. Alors, vous êtes venu, je l'ai dit tout à l'heure, en voisin, depuis le Clos Lucé, qui est là, tout près du château d'Amboise. Dans un instant avec vous, nous allons revenir sur ce petit satellite du château d'Amboise, tellement important, puisqu'il a été, ne l'oublions jamais, la demeure de Léonard de Vinci. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et nous retrouvons Franck et ses invités toujours en direct du château royal d'Amboise. Et oui, toujours sous les sublimes nervures et écoinçons de cette salle du conseil du château royal d'Amboise. Alors je vous ai parlé de la grande cheminée qui est à ma droite, mais sur la gauche il y a, exposition oblige, une très belle crèche napolitaine avec ses personnages très richement habillés, vous savez, et qui c'est ce défilé, ce cortège de rois mages parmi les plus somptueux qu'on puisse imaginer. Ici c'est déjà Noël, Julia. Ici c'est déjà Noël. En
compagnie notamment du grand voisin du château d'Amboise, de Gonzague-Saint-Brice, qui vient de publier chez Hugo et compagnie Les châteaux de la Loire vus par Gonzague-Saint-Brice. Ça reste quand même, ces châteaux de la Loire, l'un des pôles d'attraction majeure du tourisme français, Gonzague. Ah, tout à fait. C'est d'ailleurs dans une période de crise, le seul secteur qui est en progression et où la France garde sa souveraineté, c'est ce que les Américains appellent le incoming, c'est-à-dire les touristes qui viennent en France. Nous sommes le pays le plus visité d'Europe, grâce aux châteaux notamment. Surtout que les châteaux ont énormément évoluer dans l'invention, la créativité. Ils savent accueillir le public et au Clos Lucé notamment, on propose au public une véritable promenade dans l'univers de Léonard de Vinci, non seulement l'artiste mais surtout en l'occurrence l'ingénieur. C'était l'idée de mon père, Hubert Saint-Brice, qui au lieu de faire un château du passé, a fait un château du futur avec des maquettes animées, des inventions de Léonard de Vinci. Ensuite, avec mes frères, nous avons fait un parc d'attractions culturel. Donc on est dans la maison du génie, on est dans une demeure historique, mais on est aussi dans une sorte de lieu de création permanente, pédagogique, d'explication du génie de Léonard de Vinci. Alors ce petit château, cette plus que belle gentilhommière du Clos Lucé, qu'on appelait autrefois le manoir de Cloux, était la propriété de la mère de François Ier, Louise de Savoie. Et c'est pour Louise de Savoie que Léonard de Vinci avait imaginé cette ville futuriste de Romorantin notamment. On pourrait dire que le château de Romorantin est le brouillon du roi des châteaux, le château d'Amboise. Léonard de Vinci dessine un château futuriste. Les allées sont en eau comme à Venise, les portes s'ouvrent devant vous comme dans les aéroports, et il y a même au XVIe siècle la téléphonie entre les appartements, on s'ouvre dans un cornet, on parle, on écoute, on parle, on écoute. Mais le château s'évanouira parce que les ouvriers sont attaqués par la malaria dans les marais malsains de la Sologne, mais c'est tout de même le brouillon du château de Chambord qui lui aussi... Qui lui est le roi des châteaux de la Loire. Établi sur des marais et qui a été conçu en partie au Clos Lucé, où Léonard de Vinci a préparé notamment l'escalier à double révolution. Quand Léonard meurt, le château d'Amboise commence, mais c'est lui qui en a conçu les plus grands secrets avec le Bocador. Nous sommes ici dans une splendide demeure. Il faudrait évoquer un certain nombre des grands châteaux de la Loire. On ne pourra pas le faire. Ce que j'aimerais, Gonzague, parce que je vous ai entendu le faire parfois lors de repas très festifs, c'est vous entendre nous dire ce très beau poème de Péguy sur la Loire et sur ses châteaux. Le long du coteau courbe et des nobles vallées, les châteaux sont semés comme des reposoirs, et dans la majesté des matins et des soirs, la Loire et ses vassaux s'en vont par ses allées. 120 châteaux lui font une suite courtoise, plus nombreux, plus nerveux, plus fins que des palais. Ils en ont Valençay, Azay, Lelude, Amboise. Et moi, j'en connais un de ces châteaux de Loire qui s'élève plus haut que le château de Blois, plus haut que la terrasse où les derniers Valois regardaient le soleil se coucher dans sa gloire. La moulure est plus fine et l'arceau plus léger, la dentelle de pierre est plus dure et plus grave, la décence et l'honneur et la mort qui s'y grave ont inscrit leur histoire au cœur de ce verger. Et c'est le Clos Lucé où vous êtes tous invités. Et c'est aussi le château, merci Gonzague, d'Amboise, ce château royal d'Amboise, par lequel nous sommes reliés par un souterrain secret, par lequel le vieux maître toscan Léonard de Vinci, qui n'avait jamais eu d'enfant, venait voir ce jeune roi de 20 ans qui avait perdu son père si tôt. Et ce souterrain secret... Vous voulez dire qu'il y avait une relation père-fils entre ces deux êtres? Oui, une relation filiale. Et nous, notre plus beau souvenir de Noël, nous les enfants Saint-Brice, c'était le droit d'aller dans ce début de souterrain. Jusqu'à quand, Jean-Louis Sureau, peut-on visiter cette exposition sur les Noëls d'antan et sur l'évocation de cette belle période de l'année?
Écoutez, on peut visiter tous les jours jusqu'à l'Épiphanie, jusqu'au même au dimanche qui suit l'Épiphanie. L'Épiphanie, normalement, c'est le 6 janvier. En fait, c'est jusqu'au dimanche suivant, à l'exception du jour de Noël et du 1er janvier, qui sont les 2 jours de pause de ce château. Merci beaucoup de nous y avoir si gentiment reçus. C'était très bien d'avoir fait du feu dans la cheminée. Je ne sais pas si vous le faites chaque jour, mais en tout cas, c'est une bonne idée. Parce Nous faisons tous les jours pendant 8 mois de l'année. C'était nécessaire. Je voudrais citer d'Henri Pigaillem L'Obélisque de neige et autres récits de Noël, avec une préface de Patrick Poivre d'Arvor qui vient de paraître aux éditions de l'Archipel. Et puis donc, Les Châteaux de la Loire vus par Gonzague Saint-Brice. Ça, c'est un superbe album dont la mise en page et dont l'iconographie est très originale. Il faut le dire, c'est vous ça Gonzague qui avez fait ça? Très belle photo très bien Jean-Luc Péchineau. Merci à toute l'équipe, merci à Lorena et à Jean qui m'ont accompagné. Ici, je vous l'ai dit, c'est déjà Noël, mais ça ne nous empêchera pas d'être de retour fidèle au poste rue François 1er dès lundi, Julia. Nous voilà rassurés. Bonjour Elena Morna. Bonjour Franck, quelle chance vous avez d'être au coin du feu. Eh bien, oui. Nous aussi, avec les experts, on va vous inviter à participer, à faire des voyages, peut-être au coin du feu à la montagne, mais peut-être pourquoi pas au soleil, si vous en avez envie, ou pourquoi pas dans une capitale européenne, voire mondiale, enfin, où vous voulez, pour tous les goûts, pour tous les budgets. C'est le thème du jour avec les experts. On vous emmène. N'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez une envie d'insolite? Demandez-la nous. C'est au 39 21, c'est 34 centimes la minute. Merci beaucoup Elena et nous nous retrouvons donc lundi, Julia. Je vous embrasse Franck, à lundi sur Europe 1. Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre. Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun. Avec en cadeau, un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion. Édition Flammarion. Édition Flammarion. Édition Flammarion. Édition Flammarion. Édition Flammarion. Édition Flammarion.